Donc bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour traiter ensemble le sujet 2018 du CCP filière PSI, donc épreuve d'informatique de 3 heures, sur un format donc un petit peu différent de celui de la PT, mais quoique, à savoir que c'est une épreuve spécifique d'informatique qui ne suit pas une épreuve de modélisation. Cependant, on peut vraiment mettre un parallèle entre les deux types d'épreuves, puisque dans l'épreuve de modélisation de PT, vous avez 1h30 a priori à consacrer sur la modélisation et 2h30 sur l'informatique, sachant que le sujet d'informatique est largement indépendant du sujet de modélisation, non pas sur le thème, mais en tout cas sur les compétences à partager. Voilà, donc je voulais que on regarde tous ensemble comment se présenter ce sujet. Donc, le sujet est intéressant parce qu'il est actuel, il se veut ludique, bien qu'évidemment en 3 heures, on n'ait pas trop le temps de s'amuser à ça. Il faudrait y passer plus de temps. Et il est très transversal puisqu'il fait appel à beaucoup de choses, dont pas mal de compétences mathématiques du programme de deuxième année. Donc, c'est quand même pas mal de le traiter. Voilà. Donc, vous verrez que souvent, il est indiqué au début des sujets que les bibliothèques sont déjà importées. Donc, si elles sont déjà importées, alors même si elles sont déjà importées, moi, je vous conseille quand même de mettre un alias. Je vous conseille, quand vous faites appel à une fonction du type NumPy, de l'importer avec votre propre alias. Parce que s'il y a plusieurs bibliothèques, il se peut que si vous utilisez une fonction qui appartient à une bibliothèque NumPy, une bibliothèque math, vous savez qu'elles n'ont pas exactement les mêmes qualités. Donc, moi, même si les bibliothèques sont importées, je vous conseille vraiment de les réimporter avec votre alias. NP, ça prend pas beaucoup de place à écrire. Voilà, donc la partie numéro 1 était une présentation du sujet. La partie numéro 2 commençait vraiment dans le vif du sujet. Donc, elle mettait en place l'équation différentielle du mouvement et elle demandait, dans la question numéro 1, de ramener un système différentiel d'ordre 2 à un système matriciel d'ordre 1, non linéaire. Alors, on a une proposition ici de William, qu'on peut regarder ensemble. Alors, ça, c'est pour la programmation de l'air, ok. Donc, on n'a personne pour la… Comment vous avez fait donc, pour traduire le système linéaire en une équation matricielle? Quoi le principe de ce genre d'exercice? Moi, personnellement, c'est une question que j'ai pas réussi à faire. Donc, même pas du tout commencer. J'avais commencé un petit peu, mais ça menait à rien. Du coup, je l'ai rapidement passé parce que je trouvais que je passais trop de temps dessus. D'accord. Du coup, Ok. non, j'ai pas. Enfin, même j'ai pas. Par la suite, j'étais revenu, j'ai pas réussi, non. D'accord. Donc, c'est la technique d'abaissement de l'ordre des équations différentielles. Quand vous avez une équation différentielle de l'ordre 2 et que vous voulez appliquer un schéma de l'air, vous êtes obligé d'abaisser l'ordre. Alors ici, c'était pire, c'était deux systèmes, c'était deux équations différentielles de l'ordre 2. Parfois, elles sont même couplées. Même quand elles sont couplées, on peut appliquer cette technique. Alors là, on vous a donné carrément le vecteur. En général, on vous le donne. Hein. Donc là, c'est un vecteur à 4 variables inconnues. Et on vous demande de le dériver par rapport à t. Donc ça, c'est facile. On donne du sur dt, dv sur dt, dx sur dt, dy sur dt. Jusque-là, tout va bien. Alors, u, c'est quoi? C'est x'. Et v, c'est y'. Donc du sur dt, c'est x secondes. D'accord? Donc le vecteur dy sur dt, c'est x secondes, y secondes, x', y'. Mais x' et y', c'est u et v. Donc le concept est de faire redisparaître tous les x et tous les y au profit de u et v et au profit du vecteur colonne grand y. Tu comprends le principe général? Non, le principe, je l'avais compris, mais c'était pour arriver à la forme. Après, j'ai pas réussi à trouver la forme de f. Je pense que le principe, je l'avais, mais. D'accord, alors ça va. Parce que le début, c'est simple. Donc le début, c'est que comme ici, on a la dérivée seconde, ça veut dire que dy sur dt, sa première coordonnée, c'est 2. Sa deuxième coordonnée, c'est 3. Sa troisième coordonnée, c'est u. Et sa quatrième coordonnée, c'est v. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est exprimer ici dy sur dt en fonction uniquement des coordonnées de grand y.
et de t. Alors, on y est presque, à condition que, et là c'est ça la difficulté, là je suis d'accord, si c'est là le problème, c'est normal, c'est que il y avait donc déjà une imprécision d'énoncé, à savoir que le alpha là, donnait l'illusion dans l'énoncé d'être uniquement l'angle initial. Parce que dans la figure là, du lancé, là, vous voyez, il est écrit alpha, et ils disent que alpha, c'est l'angle initial auquel est lancée la balle. D'accord? Au temps t égale 0. Sauf qu'en fait, quand ils projettent ici, là, le principe fondamental de la dynamique, évidemment, on voit apparaître ici des V cos alpha et des V sin alpha. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, le alpha, c'est l'angle entre la vitesse, entre le vecteur vitesse, donc, qui est toujours tangent à la trajectoire, et l'horizontale. Donc en fait, ce alpha, c'est l'angle en fonction du temps. Donc en fait, votre V cos alpha, c'est Vx. C'est la composante de la vitesse selon x. Et V sin alpha, c'est Vy. Donc comme Vx et Vy, ben c'est quoi? C'est les composantes de la vitesse. Et la vitesse, c'est quoi? La vitesse, elle est ici. C'est la dérivée de... Vx, c'est x point. Et Vy, c'est y point. Donc en fait, Vx, c'est u. Et Vy, c'est v. Donc quand vous écrivez ici l'équation, je vais un petit peu zoomer pour qu'on y voit mieux. Hop. Donc là, j'ai quand même corrigé. Le corrigé n'était pas très très clair, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, regardez ce qu'ils ont fait simplement. Ils ne sont pas cassés la tête. Hein. Ils ont dit que grand F, c'était ce que je vous ai dit au départ. Mais ce qui manquait là, c'est qu'il fallait remplacer V cos alpha par U, V sin alpha par V, et grand V, c'est quoi? C'est la norme du vecteur vitesse. Donc c'est racine de U carré plus V carré. Voilà. Donc ce qu'ils appelaient, ce qu'ils voulaient simplement que vous fassiez, c'est que vous exprimiez grand F en fonction des composantes de Y. Voilà. Pourquoi? Ben, dans le but après d'appliquer le schéma de l'air. Par contre, il ne fallait pas rêver, il ne fallait pas croire que vous alliez voir apparaître ici grand Y. En fait, c'était les composants des grand Y qu'il fallait utiliser. Donc là, c'était incomplet. La correction qui est en ligne. J'ai mis des petits commentaires. Hein, pour que vous puissiez bien voir ce que je considérais comme étant des énoncés un petit peu précis. Dans la correction, il précise bien qu'il y avait une erreur d'énoncé. Hein. Il semblerait que alpha dépend du temps. Je suis assez d'accord. Alors, sur Euler, pareil, il y avait une petite erreur. Donc, on regarde Rémi, qu'est-ce que tu as proposé toi? Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est ça. Hein, comment? J'ai pas entendu la question. oui, voilà, c'est toi qui m'as envoyé ça. Oui, oui. Voilà. Donc, le N+1, pourquoi? Parce que c'était dans une remarque que vous aviez fait. Vous avez un peu changé l'énoncé. Du coup, j'ai fait ce que vous aviez demandé, un tableau de N+1, je crois. Ouais. Alors, de manière générale, rappelez-vous, moi, je pense que si, à moins que, comme dans la question numéro 2, le schéma d'LR soit initié, moi, je vous conseille vraiment, quand vous le programmez, vous verrez, à chaque fois, il y a N+1 point de discrétisation parce qu'il y a le 0e et le dernier. Et par contre, pour deux, vous les mettez uniquement un point de discrétisation. Ça veut dire que le range de 0T, c'est quoi j'ai mis de 0T et le range de 0T sur un. Parce que c'est toi qui mieux. Tu vois? Problème de connexion. Les autres, vous voyez la différence? Comment? On vous entend très très mal. Ah, ok, merci de me le dire. Attendez, j'arrête l'enregistrement. Là, ça va mieux. Là. Ça va mieux? Ouais, là oui. Ok. C'est parfois le câble Ethernet dès qu'il se défait un tout petit peu, ça marche pas bien. Alors, ok. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, quelle est la différence entre ce qui a été proposé dans la correction et dans le début du sujet et ce qu'a proposé Rémi?
Dans le sujet, il mettait arrange 0t avec un pas de t sur n. Et ici, moi, je proposais 0, et Rémi propose 0, t plus t sur n avec un pas de t sur n. On améliore un peu la précision puisqu'on fait t plus t sur n. Alors, on améliore la précision de quoi? Parce que le pas, c'est le même. Hein. C'est dans le range, il s'arrête toujours une valeur avant le pas. Donc, toi, tu Ça sais. rajoute un point à la fin. Voilà, donc toi, ta dernière valeur, c'est quoi? Moi, ça sera t, ma dernière valeur. Et eux? T moins t sur n. Eh ouais, t moins t sur n. Donc, c'est pas normal, quand vous faites une discrétisation, que votre dernier point ne soit pas le dernier point de l'intervalle. Alors, parfois, vous verrez dans certains sujets, il y a des conventions comme ça où on vous dit, parce que là, vous voyez, le t sur n, c'est pile poil dans l'intervalle 0t, il rentre exactement un intervalle de discrétisation. Parfois, la variable, c'est pas grand N, c'est petit h. Quand la variable, c'est petit h, à savoir le pas de discrétisation, il se pourrait que quand vous dupliquez votre pas, h plus h plus h plus h plus h plus h plus h, vous tombiez pas exactement sur grand T. Donc, dans l'énoncé, il est souvent spécifié, on conviendra que le dernier point de la discrétisation est le point juste avant grand T. Ici, ce n'est pas le cas puisque vous avez pour un pas sous la forme longueur de l'intervalle divisé par grand N. Donc, vous tombez pile poil sur grand T. Donc, c'est pour ça que là, dans la plupart des sujets où vous ferez du LR, à chaque fois, quand vous utilisez quand vous utilisez la ligne de 0, il faut l'initialiser à n plus 1 un élément. OK. Et ensuite, donc, Rémi, tu as la connexion qui est revenue, c'est bon? Oui, non, c'est bon. C'est après le schéma de l'air. Donc, ton i va de combien à combien? Donc là, mon i va de 1 à n pour moi. Oui. Et je me suis trompé, je crois, c'est plutôt n plus 2, j'aurais mis. Tu aurais mis n plus 2? Bah, sachant que mon tableau, il fait n plus 1 valeur. Donc, c'est combien le dernier index de grand Y? Bah là, mon grand Y, il va de 1 jusqu'à n. Dans ce que j'ai fait là. Compte tenu que Y a n plus 1 valeur. J'aurais dû mettre n plus 2. Donc, tu es sûr de toi? Une liste de longueur n plus 1. Ces index, ils vont de combien à combien? Ah, de 0 à n, non, donc c'est bon, oui. Donc, c'est bon. C'est bon, oui. C'est bon, puisqu'effectivement, son dernier vaut n, et en fait, il remplit ici y crochet n en dernier. Oui, c'est bon. Super. Bon, donc, ton truc est parfait. OK? Il faut toujours que vous vérifiez à la fin que vous avez bien rempli. Alors, moi, j'aime bien comme il fait Rémi. Hein. Franchement, ceux qui veulent… Alors là, il vous force dans le sujet à utiliser NumPy. Mais moi, je pense qu'il faut que vous vous forciez. Vous serez mieux valorisé si vous avez un Y de bonne longueur avec éventuellement un terme à la fin que vous n'auriez pas rempli. Par exemple, si jamais vous arrêtez à n ici, votre liste, à la fin, elle va avoir un 0 à la place d'avoir la dernière approximation du schéma Euler. Mais au moins, votre programme, il ne bug pas. Alors que si jamais vous faites du append et que vous vous retrouvez avec une liste Y qui est trop courte, si après, il y a une représentation graphique, votre programme ne marchera pas. Donc moi, je pense qu'il faut privilégier le zeros. Très bien. Donc, il y avait aussi une proposition de William. Voilà, donc toi, tu as suivi l'énoncé. Oui. Ouais. Alors, dans l'énoncé, il y avait un petit problème, tu vois, parce que là, ça crée… Alors, oui, ensuite, un truc, Rémi, j'ai oublié de te dire, je crois que tu as oublié des parenthèses. Oui. Tu as oublié, hein, quand on crée un tableau de taille n plus 1, len de y0, il faut mettre des doubles parenthèses. Oui, c'est vrai. OK. Donc là, il a oublié parenthèse, parenthèse. Faites gaffe, c'est une erreur classique. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est une erreur classique. Par contre, donc, William, lui, n'a pas oublié les doubles parenthèses, ça c'est bien. Donc là, le problème, c'est que tu as suivi l'erreur d'énoncé, c'est-à-dire que ton tableau de 0, il a
len de y0 ligne et grand N colonne. Et ça, c'est pas très très malin parce que le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu rentres tes vecteurs en colonne. Or, tu vois, regarde, quand après tu as fait ton schéma, là, Il manque un Y d'ailleurs pour le Y crochet 0 égale Y0. ouais. Mais là, tu vois, ton Y crochet 0, là, on est bien d'accord que c'est un vecteur ligne. C'est la 0e ligne de la matrice. Donc, tu vas mettre tes solutions en ligne. Sauf que le problème, c'est que tes solutions, elles ont comme longueur len de Y0. Donc, len de Y0, ça aurait dû être le nombre de colonnes. Dans l'énoncé, il y avait une erreur. Il fallait intervertir grand N et len de Y0. Ok. Okay. Franchement, si vous remplissez des matrices comme ça, il faut mettre les inconnus en ligne. Même si, dans le sujet, ils avaient mis en colonne. Ça, vous voyez, c'est encore une autre imprécision d'énoncé, je trouve. Ils vous mettent le vecteur en colonne, et puis après, ils vous demandent de remplir une matrice où les inconnus, on les met en ligne. Je ne trouve pas ça très malin, mais après, il faut se préparer psychologiquement à avoir des examinateurs qui créent des sujets un petit peu piégeux. Voilà. Est-ce que dans ce cas, c'est une volonté de leur part ou c'est des erreurs qu'ils font Moi, je pense que c'est qu'ils ne sont pas matheux. C'est qu'en fait, ils font des… comme vous allez le voir tout à l'heure, je vais en parler tout à l'heure avec n.dot. J'ai découvert avec eux que en fait, n.dot, la multiplication matricielle, elle marche aussi. Normalement, quand tu multiplies une matrice carrée, tu la multiplies toujours par un vecteur colonne. Eh bien, dot, ça marche aussi lorsque la matrice est carrée et que tu la multiplies par un vecteur ligne. Alors que d'un point de vue mathématique, c'est complètement absurde. Oui, bien sûr. Oui. Et souvent, ainsi, en physique, dans les autres matières que les maths, on transpose les matrices sans jamais rien dire. Donc c'est vrai que moi et vous, par ricochet, ça vous perturbe. Parce que vous vous demandez en fait s'il faut que vous transposiez vos matrices. Bah, moi, je pense, par défaut, il ne faut pas hésiter à transposer. Dans ce cas-là, vous transposez avec NumPy. Hein. Dans NumPy, il y a la fonction np.transpose. Vous utilisez celle-là. Vous n'embêtez pas à vous casser la tête avec des boucles. Ou alors, vous mettez un hashtag et vous dites on supposera le vecteur grand Y en ligne. Voilà. Donc ça, c'était la première partie sur Euler qui était assez courte et qu'on n'avait jamais traité comme ça. C'est-à-dire, ça peut être vraiment demandé. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas dans Euler de donner uniquement le dernier vecteur, mais de stocker tous les vecteurs dans une matrice. C'est bien de savoir le faire. Donc pour ça, c'est intéressant de faire le sujet. Alors après, c'était un travail sur les images. Donc ça, c'était très intéressant parce que même si c'est d'un certain niveau, je crois qu'on n'a pas trop travaillé sur les images cette année et c'est vraiment, vraiment, vraiment à la mode. Alors là, en plus de travailler sur les images, il mettait une double difficulté, c'est les tableaux tridimensionnels. Donc je vous avais envoyé sur Discord un petit schéma que je peux réafficher avec vous. Parce que sans ce schéma-là, on pouvait éventuellement être un petit peu perdu. Voilà, hop. Donc voilà comment ça marche. On a un tableau à 3D. Donc X, Y et Z. X et Y, c'est les numéros de pixels de l'image. Donc numéro de ligne, numéro de colonne. Donc en fait, a priori, il faut bien voir une image horizontale. Mais en fait, dans les pixels, on met des valeurs. A priori, on ne met pas des valeurs, on met des triplés. Dans chaque pixel, il y a un triplet, rouge, vert, bleu. Donc, comme dans chaque valeur, dans chaque pixel, il y a 3 valeurs, en fait, c'est un tableau tridimensionnel. Il aurait été unidimensionnel si on avait mis des niveaux de gris. Donc, si on veut vous donner un sujet un petit peu plus facile, on vous donnera une image et on vous dira chaque pixel est rempli avec un niveau de gris entre 0 et 255, donc prenant un octet, 2 puissance 8 valeurs en niveau de gris. D'accord? Alors, une image tridimensionnelle, ça peut se stocker de plusieurs manières. La façon ce que je viens de vous présenter, ce n'est pas exactement ce qui a été choisi. C'est la deuxième difficulté du sujet. Parce que ce que je vous ai dit, c'est quoi? C'est que dans chaque pixel, on met un triplet. Donc, on pourrait très bien imaginer un tableau qui est la taille de l'image. Dans la case en haut à gauche, qui correspond au pixel en haut à gauche de l'image, on mettrait un triplet en niveau de rouge, niveau de vert, niveau de bleu. Ce qui voudrait dire quoi? Que vous auriez une image devant vous et chaque case, c'est un tableau de 3 valeurs.
C'est très visuel et c'est, je pense, la meilleure manière véritablement de comprendre comment est stockée une image en rouge, vert, bleu. Tout le monde me suit? Oui, oui. Donc en fait, c'est un tableau Vous pouvez 2D. réexpliquer justement, parce que j'ai pas très bien compris. Comment? Est-ce que c'est possible que vous réexpliquiez, parce que j'ai pas très bien compris. Ouais. En fait, tu as un tableau 2D face à toi, une image. Dans le pixel en haut à gauche, il n'y a pas un chiffre, il y a 3 chiffres. Puisque chaque pixel comporte 3 données. Le niveau de R, le niveau de V, le niveau de B. Donc, un tableau tridimensionnel peut être compris comme ça, simplement. Vous avez un tableau 2D devant vous, et chaque case du tableau, donc chaque case de la matrice, comporte un tableau, comporte une liste. Donc, ça donne une dimension 3, tu es d'accord? Tu as 2 dimensions face à toi, c'est l'image, plus en épaisseur, tu as 1, 2, 3 valeurs, rouge, vert, bleu. Ça fait un tableau tridimensionnel. OK? Ah, ok, ouais, d'accord. Alors, la difficulté de ce sujet, et franchement, je pense que c'est une difficulté supplémentaire, c'est qu'en fait, ils ne stockent pas comme ça la matrice. Regardez comment ils la stockent. Ils ont dit que l'image 1 crochet 0, ce n'est pas l'image horizontale, c'est l'image verticale. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent que l'abscisse, c'est Y, et l'ordonnée, c'est Z. C'est-à-dire que image 1, crochet 0, c'est en fait ce tableau-là. En abscisse, vous lisez le Y de l'image, et en ordonnée, vous avez 3 valeurs possibles, 0, 1 ou 2. Donc ça veut dire que c'est un tableau d'entier qui comporte que des 0, que des 1, que des 2. Ici, cette colonne-là, vous lisez les 3 niveaux de couleur du pixel de coordonnées 0, 0. Ici, cette colonne-là, vous lisez les 3 niveaux de couleur du pixel de position x égale 0, y égale 1, etc. etc. OK? Et donc, en fait, après, après on fait un balayage comme ça, chting, 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 et pas chting, chting, chting. Donc, en fait, on dispose de 1024 images. Ces 1024 images sont des matrices de taille 768 de large et 3 de haut. C'est ces petits rectangles que j'ai représentés là. Et ce sont des matrices qui comportent que des 0, des 1 et des 2. OK? Donc là, en fait, on vérifie si vous avez des compétences de géométrie dans l'espace. C'est ça qui est délicat, en fait, dans ce genre de sujet. Ainsi, pour répondre aux 3 questions, la première question, c'était l'N de image 1. Donc, l'N de image 1, c'est le nombre de tableaux qu'il y a dans l'image. Vous pensez que c'est combien? Combien il y a de tableaux empilés? Monsieur, Hmm. moi, intuitivement, j'aurais dit 1024 x 3. Mais c'est pas la réponse. Non. 1024, moi, j'aurais dit. Et ouais, c'est 1024. Et je comprends pas pourquoi. Parce que image 1, c'est quoi? Image 1, c'est une succession de 1024. C'est une liste. Image 1, c'est une liste de longueur 1024. Et chaque élément de la liste, c'est une matrice qui a pour taille 768 sur 3. Tu vois ce rectangle que je suis en train d'encadrer avec mon pointeur là? Ça, c'est le premier élément d'image 1. C'est image 1 crochet 0. Et le dernier élément d'image 1, c'est ce tableau-là, de 0, 1, 2. Tu vois? Oui. Ben voilà. Donc en fait, la longueur d'image 1, c'est 1024. Ok. Alors que si jamais on avait stocké, comme j'avais dit au départ, la longueur, ça aurait été 3. Mais ils n'ont pas fait ce choix. Voilà. Il faut bien lire l'énoncé. Ok. Là, ils préfèrent stocker 1024 images relativement petites, de taille 768 sur 3, plutôt que 3 images de grande taille, à savoir 768 sur 1024. Voilà. C'est un choix. Parce que vous allez voir rapidement après dans les stockages que ça prend une place monumentale tout ça. Hein. Rien que pour voir une balle de tennis qui se balade, vous avez des terrains. Hein. Donc, image 1 a pour longueur 1024. Image 1, crochet 12.
crochet 244. Donc, image 1, crochet 12, c'est l'image ici, là, la 12e, la 13e, en partant du 0. Cette image-là, on regarde son index 244. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait ce que j'ai colorié en bleu en vertical. Ça, c'est image, crochet 12, crochet 244. Donc, sa longueur, c'est combien? 3. 3. C'est le niveau de rouge, vert, bleu du pixel en place 12 244. Et dernière question, image 12 244 2, bah, c'est le point que j'ai mis ici. Donc là, on vous demandait sa longueur et son type. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un entier, non? C'est un entier de longueur. 3. Enfin, c'est un entier qui va de 0 à 2. C'est un entier qui va de 0 à 2, mais on vous demande la longueur. C'est quoi l'N à ton avis? Donc c'est 1. C'est 1. Il faut toujours comprendre que les entiers sont stockés comme des matrices. Tout est matrice, tout est tableau hein, dans un langage. Donc même un entier, en fait, comme il est stocké dans une case mémoire, en 32 bits ou en 64 bits, il faut le voir comme une matrice, comme un tableau de longueur 1. C'est bon la mise en place de ça, sinon après on ne comprend plus rien. Hein. Oui. Alors, Oui. oui. C'est bon. Alors, donc, ceci étant raconté, on repasse dans le sujet. Donc, ensuite, c'était là qu'il y avait 3 questions de sup, où une fois qu'on avait bien compris en gros comment fonctionnait l'image, eh bien, on faisait des calculs. Alors, dans la question numéro 4, souvent, on est embêté parce que les gens ne voient pas très bien, en fait, ne lisent pas très bien les énoncés. Il faut toujours aller voir, en fait, vos niveaux de rouge, de vert et de bleu, sur combien d'octets ils sont, ou sur combien de bits ils sont stockés. Donc, c'était combien? Ça, monsieur, c'est quelque chose qui est à savoir par cœur, du coup, de savoir pour chaque pixel De les 8 couleurs bits, sur combien. Non, on vous le dit obligatoirement. Parce que suivant la résolution, tu peux avoir très bien une couleur stockée sur un octet ou une couleur stockée sur plus. En général, c'est sur un octet. Hein. En général, franchement, il n'y a pas de piège. En général, c'est un octet. D'accord. Mais là, donc, c'est indiqué où la valeur associée à chaque pixel est un entier compris entre 0 et 255. Ah oui, d'accord, ouais. Chaque pixel, chaque couleur, en fait, est codée sur 266 bits. 256 bits. Et 256 bits, c'est un octet. Pardon, excusez-moi. Mais les valeurs. N'importe quoi, excusez-moi. Pardon. Merci. 256 valeurs, ça se stocke sur 8 bits, parce que ça fait 2 puissance 8 valeurs possibles, et donc ça fait un octet. Ok, pardon pour l'abus de langage là. Donc dès que vous voyez un truc une valeur entière entre 0 et 255, c'est sur un octet. Ok, donc dans le corrigé, vous regarderez, hein, ça c'est des petits calculs. Donc chaque pixel est codé sur un octet. Donc chaque pixel demande 3 octets. Donc il n'y a plus qu'à regarder. En fait, vous regardez le nombre d'éléments dans votre parallélépipède. Vous avez un grand parallélépipède de 1024 sur 768 x 3. Et comme chaque pixel prend un octet, ce que vous venez de trouver, c'est le nombre d'octets. Donc ce nombre d'octets, vous me rappelez comment on fait pour le convertir en méga-octets? On divise par 2 puissance 10. Alors, pourquoi 2 puissance 10? Je ne sais pas, c'est juste comme ça que je le retiens. D'accord, alors 2 puissance 10, ça fait combien en gros? 1024. Voilà, c'est ça. On a cherché un multiple de 2 qui était proche de 1000. Alors attends, si tu divises ça par 1024, tu vas obtenir des mégas? On divise par 2 puissance 10 pour avoir des kilo-octets. Et ensuite, on redivise par 2 puissance 10 pour avoir des mégas. Donc en tout, on divise? Par 2 puissance.
20. 20. Tout à fait. Donc là, si vous n'avez pas la calculatrice et que vous n'avez pas le temps de faire le calcul, vous laissez 768 fois 1024 fois 3 divisé par 2 puissance 20 et vous encadrez mégaoctets, c'est fini. Hein. OK? Parfois, on vous demande un ordre de grandeur. Donc, dans ce cas-là, ben, vous approchez. Mais alors, faites attention, il faut bien le préciser. Si vous approchez 1 kilooctet par 1000 octets, alors que c'est 1024, écrivez-le en commentaire. On ne croit pas que vous fassiez l'erreur sans vous en rendre compte. Question 5 et question 5, vous regarderez, c'est assez aisé. La seule erreur possible, c'était de mal convertir les mégas en gigas et les gigas en téra. Alors, dans l'énoncé, il n'est même pas écrit, il ne demandait pas les unités particulièrement. C'est ça qui est un peu dingue. Normalement, on doit vous donner les unités. Hein. Et en plus, dans le commentaire, le jury demande ce que vous changez les unités. Donc, ça veut dire que si vous obtenez des nombres qui sont trop gros et que vous pensez qu'il est plus judicieux de les convertir, dites-le. Voilà. Et divisé par 2 puissance 10 à chaque fois que vous passez de octet à kilooctet, de kilo à méga, de méga à giga, de giga à téra. OK? Question numéro 6, question de sup, assez classique. C'est quoi la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte? Donc la mémoire vive, c'est la RAM, et la mémoire morte, c'est la ROM. Eh bien, c'est que la mémoire vive est volatile, donc il faudra que vous citiez le mot volatile. Et ensuite, il faut que vous disiez que la mémoire vive a une vitesse d'écriture et de lecture qui est plus faible. L'accès aux éléments de la RAM est plus rapide. Donc ces deux arguments sont attendus si on vous pose la question qualitative. D'accord? Souvent, on ne voit que volatile. On ne parle pas de vitesse d'écriture, il faut le dire. Parce que vous demandez l'inconvénient de la mémoire morte. Voilà pour cette première partie. C'est le début de cette deuxième partie. Alors, ensuite, à partir de la question numéro 7, on repartait sur des programmes Python. Donc, en 3 petits 2. Donc là, c'est l'élimination. On va faire une détection d'images pour essayer de voir, donc pour essayer de trouver une fonction de détection qui agit sur 2 images et on essaie de voir s'il y a eu des modifications entre les 2 images pour voir s'il y a eu un déplacement. Donc c'est une détection de déplacement. OK? On vous a indiqué qu'il fallait faire un calcul de distance euclidienne. Donc on va regarder la proposition de Rémi. Donc tu peux nous en dire un petit peu. J'affiche à côté la correction, on compare. Oui. D'abord, première ligne, j'ai défini N et M pour pouvoir les utiliser dans la suite. Donc, N, pour moi, c'était image 1 de 0, parce que c'est 1024. Et l'N de image 0, 0, ça va être M, du coup. Donc, ensuite, j'ai créé un tableau vierge de... J'ai oublié les parenthèses, mais c'est de NM. Et ensuite, donc, j'ai parcouru mes 2 listes. Et j'ai fait à l'emplacement NM, j'ai fait la somme de l'image 1. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai fait une liste en compréhension parce que j'avais... comment dire? J'ai du mal à l'expliquer, mais parce que j'avais un peu la flemme d'écrire 3 fois ça. Ouais. J'ai fait une liste en compréhension. La flemme, c'est un bon argument. Mais sinon, on aurait pu écrire image 1 de NM0 moins image 2 de NM0
En fait, fallait aller chercher la couleur rouge, bleu et vert, le mettre au carré, faire la différence entre l'image 1 et l'image 2. Voilà. Donc, ce qu'il est écrit en compréhension, ça équivaut à ce qui est indiqué ici, avec delta égale 0, là. Donc, c'est faire la somme dans une liste. Hein. Donc, lui, il l'a fait directement. Enfin, il a fait la boucle for à l'intérieur de la liste. Donc, ça marche. Et ensuite, Et ensuite, il fallait aussi vérifier que si donc cette valeur dépassait 255, il fallait la caper à 255. Donc, Oui. si elle dépasse, il fallait la remplacer par 255. Et voilà. Alors, la seule chose qu'on a de différent, on regarde avec la correction, c'est que ici, eux, leur tableau, il est de taille len de image 1, len de image 1, crochet 0. Alors que toi, len de image 1, crochet 0, len de image 1, crochet 0, crochet 0. Ben, en fait, moi, je m'étais dit que c'était comme la question 3, là, où on nous demandait la taille de certains trucs, là. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait reprendre ce Ouais, format. bien sûr. Alors, le format, il est bon, mais les valeurs numériques ne sont pas bonnes. Parce que image 1, crochet 0, c'est la colonne des 3 pixels. Ça contient 3 éléments, en fait. Ah oui, len de image 1 et len de image 1, 0. C'est normal que tu aies fait ça, parce qu'en fait, comme c'est un piège et qu'on regarde les images comme ça, et non pas comme ça, effectivement, ça t'a embrouillé. Donc en fait, ici, la seule correction qu'il faut que tu opposes, c'est qu'il n'y a pas le crochet 0 ici. Ch'ting, 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 ch'ting. Et ici, il n'y a pas le crochet 0 non plus. Voilà. Bon, si vous avez des doutes sur ces valeurs-là, n'hésitez pas, tant pis, mettez-les. Je préfère ce que tu fassiez comme ça. Hein. Mais vérifiez à chaque fois par les valeurs numériques. Hein, que vous tombiez bien sur ici. Donc là, c'était 1024. Et là, c'était 700 de mémoire, 768. Voilà, ben c'est parfait. Presque parfait. Donc là, tu aurais perdu juste un petit peu de points. Et puis, le test, évidemment, est très facile. Faites le test, même si vous ne faites pas la fonction. Hein. Vous aurez un petit 0,25, c'est pas mal. C'est ça, toujours ça de prix. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez regarder mon programme dans les ranges? Je ne sais jamais si c'est juste ou pas. Alors, ton programme, tu l'as envoyé où? Sur Discord. C'est l'image d'après. Ok. Hop. Hop. Donc. Ah, c'est l'image d'après. Ouais. Ok. Je ne l'ai pas. Attends, parce que là, il n'y a pas de range là. Tu ne m'as pas envoyé la bonne, je crois. Ah, celle-là, peut-être ici, tu questionnes. Ça, c'est pas mon image, ça. Pardon. Là, il manque une parenthèse. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça. N'oubliez pas les parenthèses de range. Hein. Ton image. Pourtant, je l'ai bien envoyé. Bon, bah. Si tu veux me la renvoyer, je te dis. Voilà. Ok. Alors, j'avance et puis jamais dès que j'ai reçu ton image, on en discute. Alors, donc, question d'après, la fonction de filtre. Donc, il prend un argument, un tableau à 2 dimensions, de type liste de liste, et qui renvoie un nouveau tableau de même dimension que celui passé en argument, qui comporte la valeur 0 si l'élément correspondant au tableau image est inférieur à la valeur seuil, et prend la valeur 1 sinon. Donc, en fait, on est en train de faire un filtre pour savoir quels sont les objets qui se sont réellement, significativement déplacés. Donc là, la proposition de la correction, bon voilà, c'est une question facile. Là, là c'est toujours une double boucle. Pensez à chaque fois que vous travaillez sur les matrices de faire une double boucle. Donc je présume que c'est ce qu'a fait Rémi. Voilà. Ok, donc William, tu viens de m'envoyer ça, on regarde ensemble. Donc pour tes ranges, c'est quoi ta question? Je ne sais jamais, en fait, par exemple, là, quand je parcours les colonnes, j'aurais dû écrire range de 0, 769. Ça aurait été juste ou pas? Si tu mets 0, 769, il va s'arrêter à 768. Mais donc en tout, puisque tu pars de 0, il va parcourir 769 valeurs. Donc, tu as eu raison en faisant ça. Là, c'est juste.
Quand tu mets 768, il va s'arrêter à 767. Là, c'est juste. Et pour le tableau, Là, c'est bon aussi. Tout est bon. En fait, tout est bon. En fait, si tu veux, je pense que tu as compris enfin que quand tu écris range 768, ça comporte 768 valeurs. C'est pour ça que Python a ce problème du -1 à la fin du range. C'est pour que quand tu écrives range 768, tu numérotes les gens à partir de 0, tu t'arrêtes à 767, mais en tout, tu as bien 768 valeurs. Donc tes pixels, en fait, regarde sur le truc que je vous avais envoyé, tes pixels, regarde, ils sont bien numérotés de 0 à 760, regarde, hein, à 767 là. Et de 0 à 1023. C'est bon? oui. Alors tant mieux. Ok. Alors, ensuite, donc, ça c'est un travail très intéressant. On essaie de voir les pixels isolés. Donc, on cherche à savoir si on a un pixel qui a bougé, alors qu'autour de lui, rien n'a bougé. Donc, votre pixel n'a pas bougé. Donc, autour, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut contrôler que les 8 cases qui sont autour de la case n'ont pas bougé. Si les 8 cases autour de la case n'ont pas bougé, on appelle le pixel du centre un pixel isolé et il ne peut pas représenter une balle parce que la balle, elle prend un certain nombre de pixels et non pas un. Elle est trop grosse pour rentrer sur un pixel. Donc ça veut dire que c'est un faux déplacement. C'est, je sais pas moi, un enfant dans la tribune qui a mangé sa sucette et qui a fait comme ça. Voilà. Ça compte pas pour une balle. Vous imaginez quand même la catastrophe, quoi. Si entre la caméra et la balle, il y a eu un enfant qui a mis une sucette comme ça et que en fait, ça compte faux à Federer alors qu'en fait, il avait mis la balle dans le terrain. Vous imaginez. Donc là, c'est une question assez facile puisque en fait, on vous donnait 4 fonctions, on vous demandait de savoir laquelle fonctionnait. C'était quoi le défaut des 2 premières? C'était laquelle de bonne et pourquoi en fait? On peut dire ça aussi. Hein. La première, ça ne marchait pas parce que, par exemple, même pour l'image qui est bonne, ça aurait identifié une bonne image comme une image mauvaise en fait. Ouais, mais là, je pense que la meilleure manière, c'est de dire combien il y a de tests et combien il faudra en faire. Il y a 4 tests. Là. Il faudra en faire. Il en faudrait 8. Il en faudrait 8, évidemment. Là, on est en train de regarder uniquement les images dans les coins. Les 4 coins. D'accord? On oublie les images qui sont là et là. Tout le monde voit hein, comment ça marche. Je ne fais pas de dessin. Vous avez besoin d'un dessin ou c'est bon? Non, c'est bon. On regarde que les images dans les coins. On ne regarde pas les images sur au nord, sud, est, ouest. Quoi. Pour la deuxième, pareil, on fait que 4 tests. Pour la troisième, on fait combien de tests en tout là? Donc déjà, on regarde si l'image a bougé. Alors que tout à l'heure, on a oublié de le faire, ça. Hein. Donc si l'image PC a bougé. Alors, combien on fait de tests en tout là? En tout? Quand je dis tests, pardon, ce n'est pas des tests, c'est des balayages en fait. Combien d'actions on effectue? Ici, on en effectue 3. Ici, 3, donc en tout 9. 9. Donc, c'est déjà bien. Alors, on en fait une de trop. C'est laquelle qu'on fait en trop? On teste 9 pixels. Donc, les 8 du bord et aussi celui du centre. Mais celui du centre, on n'a pas besoin de le tester parce qu'on sait déjà qu'il a bougé. C'est pour ça qu'on a mis un -1 là. Vous comprenez? Parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, on va ajouter 1 à un moment en passant par le centre. D'accord? Donc ça, c'est une idée assez simple. C'est que pour faire les 8 tests, plutôt que de faire le tour, on fait un balayage de la matrice. Donc on prend les 9 tests et le test du centre, on l'élimine. Comment on l'élimine? Eh bien en disant que le nombre initial, c'est -1. OK?
Si à la fin, on a trouvé 0, ça veut dire que tout autour, il n'y avait rien qui avait bougé. Rappelez-vous, hein, si c'est 0, c'est que ça ne bouge pas. Si c'est 1, c'est que ça bouge. Donc ça a l'air de marcher, non? Donc si ça ne bouge pas autour, alors on dit que le centre était une erreur de mouvement. Donc on remet le pixel à 0. Et dans le dernier, c'est quoi le problème? Ben William, tu peux répondre, je pense, là. Quand on fait ça, c'est quoi l'erreur, là? Je la vois pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le range P-1, virgule P+1? Il y a P-1, P, et c'est tout. Ben voilà. Il manque le P+1 du coup. Ben oui. On ne regarde pas ce qu'il y a à droite de l'image. Ok. Là, on ne regarde pas ce qu'il y a au-dessus de l'image. Donc on oublie la moitié des pixels, quoi. OK? Ouais. Donc c'était le test 3. Alors après, c'était une petite prise de tête sur les noms de fichiers. Alors, faites gaffe lorsqu'il y a des fonctions qui sont inconnues. N'essayez pas de deviner leurs actions. Elles sont toujours normalement précisées après. Donc pensez juste à tourner la page, quoi. Ou à aller voir en annexe. Donc liste dir, son action était donnée ici. Et idem pour imRed et pour la fonction traitement qui était les fonctions d'avant, qu'on ne demandait pas de réexpliciter. Alors, je crois qu'on vous demandait donc de détailler ce que faisaient les lignes 2 et 3 et la boucle for. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la ligne 2? Ça permet d'avoir seulement les séquences du point qu'on demande. Le point litigieux analysé. Il y a plein de points dans le set. On veut extraire de toutes les images du set le point qui pose un problème. Donc séquence tiré bas plus point, ça donne exactement le nom de la séquence correspondant à ce point. Et liste dir, Rémi, ça fait quoi? Ce que j'avais mis. Donc c'est une liste, et ils disent une liste de tous les noms de fichiers contenus dans ce dossier. Dans séquence de points, il y a quoi dans séquence? Les images. Toutes les images. Toutes les images du point. Donc en fait, toutes les images qui se succèdent sur le point. Et bien sûr, on a séparé tout ça parce que sinon, vous imaginez, vous allez vous retrouver avec un dossier qui prend une place monumentale. Donc en fait, on scinde les dossiers et on met les points dans des dossiers différents. Donc dirs, ça contient toutes les images du point litigieux. Donc pour toutes les images du point litigieux, donc que fait cette boucle? Ça c'est facile. On parcourt les images. Comment? On parcourt les images de la séquence. Ouais. Et l'index max, c'est quoi? L'index part à 0. C'est ça qui vous bloque? Il faut bien avoir lu le sujet là. Hein. Image, je crois aussi 6, 2.11. C'est pour avoir ça là. C'est pour avoir le numéro. Qu'on convertit en entier. Donc index, c'est le numéro de l'image qu'on est en train de regarder. Donc index max, c'est quoi? C'est le. Non, rien. J'ai rien dit. Là, comme vous voyez, c'est ces 4 lignes là. Index max égale 0, if index plus grand qu'index max max égale index. Il faut tout de suite que vous identifiez la fonction maximum. Hein. En début de sujet, vous avez vu, il y avait écrit les fonctions max et min sont interdites. Ici, on reprogramme sur 4 lignes la fonction de maximum. Vous voyez, non? On part de 0 et on augmente l'index à chaque fois
à chaque index qu'on retrouve, on le stocke, on remplace index max par le nouvel index à condition qu'il soit plus grand que le précédent. Donc les images, si elles ont des numéros qui sont mélangés, vous extrayez l'index maximum de toutes les images qui sont dans le point. C'est un peu dingo parce qu'a priori, j'ose espérer que les images sont rangées par ordre croissant. C'est juste pour choper l'index max. Ensuite, on enlève 3000 à l'index max parce qu'on considère que sur chaque point, il y a 3000 images. Et ça donne l'index initial. Sec-balle donc va contenir la position initiale de la balle. Et donc ensuite, dans ces quelques lignes, qu'est-ce qu'on fait? Si le numéro de l'image est égal au numéro de l'image initiale, alors l'image numéro 2, c'est imred de séquence plus point plus image. Imred, rappelez-vous, ça construit le tableau correspondant à l'image. Donc image 2, ça va contenir un tableau tridimensionnel. Donc si le numéro de l'image, c'est l'index initial, alors l'image 2, c'est l'image. Et si l'index de l'image en question est strictement plus grand que l'index initial, donc c'est l'image qui est après, les images qui sont après, on fait une copie profonde de l'image 2, on l'appelle image 1, et la nouvelle image 2, c'est l'image en question. Donc en fait, on est en train de comparer successivement deux images successives à chaque fois. On compare si entre l'image 1, l'image initiale et l'image suivante, il y a eu un déplacement, il y a eu un mouvement. Et après, on regarde, dans listball, on met le traitement, donc on est en train de regarder si ça a bougé. Et ce résultat de est-ce que ça a bougé, on le met dans la séquence de listball. Et puis on recommence au coup d'après. Donc à chaque fois, on regarde deux images successives et on regarde le traitement entre deux images consécutives. OK? C'était fin, hein? J'ai supprimé toute la suite parce que ça se compliquait méchamment et ça n'apportait pas un grand intérêt à la compréhension du sujet. Donc, vous pourrez regarder, il y a la correction en ligne sur la PDF, si vous avez le temps. Mais franchement, si vous avez d'autres sujets à faire, je pense que c'est plus intéressant. Parce que là, ça commence à se compliquer et je ne pense pas que ça va un grand intérêt. Alors, ce que j'ai aimé, c'est le grand 3-3, évidemment, parce que c'était des maths. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir un petit peu jusqu'à là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de chercher un petit peu le grand 3, petit 3? C'est question 13, 14, 15? C'est ça, ouais. Oui. Ok. Le problème des sujets d'informatique, c'est que, il faut absolument que vous ayez cherché avant, parce que sinon, tout ce que je vous raconte là, évidemment, ça va être c'est un petit peu abstrait. Alors, hop. Donc, alors c'était assez intéressant ça, c'est ce qu'on appelle donc la stéréotriangulation. Donc l'idée c'est que vous avez deux caméras et vous voulez retrouver la position de la balle uniquement grâce à la position de l'image de la balle sur la première caméra et de la nouvelle position, de la position de la balle sur la deuxième caméra. Donc vous avez ici un dessin en 2 dimensions qui s'explique aisément. Le concept, c'est de ne pas essayer de mesurer la distance. Vous voyez, la distance qui est ici, là, on s'en fout. Et la distance qui est ici, on s'en fout. En fait, à partir du moment où vous savez la direction d'une droite dans l'espace et que vous savez la direction d'une deuxième droite dans l'espace, forcément, si elles sont coplanaires, vous connaissez leur point d'intersection. Vous n'avez pas besoin de connaître la distance. Parce que ce qu'on aurait pu dire, c'est moi, j'ai une image sur une caméra. Et en fait, pour savoir exactement où est la balle, en fait, comme j'ai uniquement la position de ma caméra et que j'ai qu'une seule image, je suis obligé de connaître la distance entre la caméra et la balle pour connaître sa position. Et pour ça, vous avez besoin d'envoyer un petit laser sur la balle qui va faire aller-retour, qui doit être hyper rapide. Et même si, alors imaginez que, bon, je ne connais pas les performances des lasers, mais ça va très vite un laser. Hein. Mais en fait, déjà, je pense que c'est plus coûteux pour commencer. Et puis, deuxièmement, si la balle ça peut être influencé par la vitesse de la balle. Alors que là, c'est génial ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous en fichez la distance. Vous avez deux images instantanées
qui vont donc à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez deux vitesses instantanées. Et grâce à ces deux images, vous voulez retrouver la position de l'image de la balle dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la stéréotriangulation. C'est bon, vous comprenez le truc? Oui. Bon. Donc, vous voyez donc deux images horizontales là. Donc, ce sont les deux images qui correspondent en fait à la position de la balle. Ici, elle est là, et ici, elle est là. Et bien, grâce à ces deux informations uniquement, vous pouvez savoir où est la balle. Ça ne sert à rien d'avoir 3 caméras. Hein. Il y en a 10. C'est non pas pour en avoir plusieurs pour la stéréotriangulation. 2 suffisent. Parce que 2 droites dans l'espace, où elle se coupe pas. Et si elle se coupe, c'est en un seul point. Non, les 10 caméras, c'est pour recouvrir le terrain. C'est pour filmer des parties de terrain, puisque le champ n'est pas assez grand. Alors, ce qui est super intéressant, c'était le… Bon, alors, la question numéro 13, c'est facile, je crois. Ah, il faut toujours identifier, il ne faut jamais se laisser abattre hein, dans un sujet d'informatique. Parce qu'il y a toujours des questions qui sont simples au milieu des parties. Donc, dès que vous êtes un peu paumé, comme tout à l'heure, imaginez, vous êtes un peu paumé sur la partie grand 3, petit 2, vous sautez et vous arrivez à la grand 3, petit 3 et vous vous dites, bon, là, j'ai une carte à jouer. Donc, je recommence tranquillement, je religne et j'ai moins de choses à lire, j'ai moins de connaissances à avoir sur le sujet, je repars à zéro. C'est exactement ce qui se passait pour la question 13. La correction se passe de commentaires. En fait, on vous demandait juste en fait, de programmer ces trois valeurs. Donc, on regarde Rémi. Hop, tu as le temps de le faire? Ouais, tu l'as fait. Voilà. Donc ici, hop, directement ça. Ça me paraît bon. Et dans le sujet, on vous proposait exactement la même type de fonction. Donc dans le sujet, on vous proposait juste de mettre les 3 variables intermédiaires. Là. Toi, tu as directement retourné, c'est très bien. D'accord? Donc fonction hyper facile. Prenez le point. Alors si vous avez besoin de moi, c'est pour la suite. Parce qu'après, il y a un problème de mathématiques. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de base. Puisque vous avez un changement de base, parce que vous avez donc le repère orthonormé direct, la base canonique, dans laquelle vous voulez situer la balle. La balle, vous voulez la positionner dans le repère du terrain. Sachant que, je vous rappelle qu'il n'y a pas de composante sur Z, parce qu'on suppose que la balle se balade de manière parallèle au côté du terrain. Donc il y a pas, la balle n'est pas en diagonale. Donc vous imaginez qu'en plus, comme elle est en diagonale, ça va être c'est le rôle des caméras qui sont sur les bouts. Donc, les caméras sur le côté, en fait, n'analysent pas la profondeur, n'analysent que la projection de l'image parallèlement au plan de la caméra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as ta caméra qui est droite comme ça. De face à toi, tu vois le terrain et tu vois un repère orthonormé direct. Okay, donc, le repère orthonormé direct, il est face à toi. Il est axe des abscisses horizontales, axe des ordonnées verticales. Sauf que ta caméra, elle n'est pas comme ça. Elle a pu pivoter. Donc, elle est dans un nouveau repère. Et comme elle a pivoté, eh bien, on vous introduit les matrices de rotation ici, qui sont réduites, comme vous remarquez. On considère que donc, le premier vecteur ici, c'est le vecteur invariant, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et ici, vous avez ici donc, un plan stable. Dans ce plan stable, vous avez la rotation dans le θ1. Bon, on ne rentre pas dans les détails, c'est des maths. On vous rappelle la formule qui est ici, à savoir que les coordonnées dans la vieille base, c'est la matrice de rotation multipliée par les coordonnées dans la nouvelle base. On vous rappelle que c'est la vieille qui s'exprime en fonction de la neuve. J'assiste souvent en sup face à ça. Je ne sais pas si cette année, vous avez eu l'occasion d'en reparler beaucoup. Donc, c'est qui la vieille? La vieille, c'est la base canonique. Donc, c'est la base qui vous intéresse. Et la neuve, c'est la base locale dans laquelle le repère, enfin, dans laquelle la caméra est placée. OK? Donc c'est génial quand même d'avoir des matrices de rotation dans un sujet d'informatique, c'est quand même super beau. Le sujet était bien conçu pour ça. Bon, c'est un délire de matheux, je sais. Donc la difficulté, c'était de bien comprendre qui était la vieille, qui était la neuve, parce que sinon on pouvait se tromper dans la question numéro 14. Dans la question 14, on vous donne ici donc Rx1, Ry1 sont les matrices de rotation
dans le plan X et le plan Y, suivant l'axe X et suivant l'axe Y. POSLI, c'est la position, donc la liste POSLI, c'est celle qu'on a calculée avant, c'est la position dans le repère local de la caméra. Et on vous demande de retourner la position dans le repère global. POSLI, c'est repère local et POSGLI, repère global. POSGI, repère global. Donc, le repère global, c'est la base canonique. Donc, en fait, on vous demande de trouver les coordonnées dans U0, les coordonnées de U0. Donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, le problème, il est super simple. Il suffit de prendre les coordonnées de POSLI et de les multiplier par les matrices de rotation. Et vous avez automatiquement POSGI. C'est ce que tu avais proposé, Rémi? Ah voilà, tu avais transposé. Alors, c'est très bien. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est là-dessus que je voulais qu'on discute parce que ça, c'est par contre un problème que vous pouvez rencontrer. Je ne suis pas trop fan là, de cette fonction. Donc, vous, quand vous voulez multiplier deux matrices, vous utilisez quelle fonction? Dot. Dot, ouais. Alors, dot, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Vous voyez, là, ce n'était pas exactement la même que la vôtre, peut-être. Le dot de Numpy. Donc, si vous avez A et B que vous voulez les multiplier, vous écrivez quoi? A.dot.b. Ok, alors vous utilisez exactement comme eux. Donc, il y a A.dot.b, possiblement. Il y a aussi np.dot de A,B. C'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est la fonction de Numpy. Ou l'arrobase aussi. Et vous avez aussi Arrobase, non? arrobase. A, arrobase B pour multiplier deux matrices entre elles. Alors, vous savez que mathématiquement, normalement, il y a des précautions monumentales à prendre lorsque vous multipliez des matrices. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice, de la matrice de gauche, soit égal au nombre de lignes de la matrice de droite. Or, dans l'annexe que je vous indique ici, là, dans l'annexe du sujet, à la fin, on vous rappelait donc ces fonctions-là et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, on prend une matrice ici carrée de taille 3,3, on prend une matrice B ligne, et quand on fait A.dot.b, eh bien, automatiquement, il donne quoi? Il donne la multiplication de la matrice carrée par la matrice colonne. Donc, c'est un peu comme si derrière, il y avait eu un programmateur qui avait pensé que vous n'étiez pas des bons matheux et qui va automatiquement, quand il voit que la multiplication est impossible, transposer la matrice B qui était en ligne et la mettre en colonne. Il le fait automatiquement. Ça fait partie des abus de Python dont je suis évidemment pas fan. Parce que ça peut faire n'importe quoi, ces trucs-là. Suivant comment vous écrivez votre multiplication, je ne sais pas, si vous vous trompez de sens, par exemple, vous ne trouvez pas du tout la bonne taille. Si vous multipliez une matrice ligne par une matrice colonne, vous obtenez un vecteur, un point, un scalaire. Par contre, si vous intervertissez, si vous multipliez une matrice colonne par une matrice ligne, vous obtenez une matrice carrée. Donc vous savez que l'ordre importe et donne des tailles qui sont très très différentes. Donc évidemment, cet abus-là, il est complètement déconseillé. Ça procède exactement le même abus que le départ. Vous vous rappelez dans Euler? Ils vous mettent les matrices en colonne et puis après, ils vous font stocker les résultats en ligne dans la matrice. Là, ils font le même abus. J'espère qu'ils ne vont pas faire ce genre d'abus dans le sujet de PT. Je ne trouve pas ça très malin. Voilà. C'est bon, vous avez vu le truc, hein? Donc, ce que tu as fait, Rémi, c'est super. Moi, j'aurais fait comme toi. Par précaution, j'aurais transposé. Donc, toi, tu as utilisé le dot de Numpy. Je suis pas sûr de. En fait, moi, eux, ils multiplient, enfin, ils font les opérations à la suite, d'abord X et après Y, je crois. Ils redéfinissent la variable par rapport à celle d'avant, non? Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent donc POSI, ils prennent le vecteur des coordonnées locales et ils le transforment en Numpy pour lui appliquer les fonctions Numpy, au cas où. Et toi, tu prends POSLI. Donc, POSLI, c'est un vecteur qui est en ligne. POSLI, c'est un vecteur en ligne. Tu le multiplies par transpose de T1. Donc, T1, c'est une matrice de translation qui est en colonne.
OK? Donc, ce qu'il faut simplement faire, c'est ajouter. Quand tu veux translater, tu ajoutes simplement les 3 coordonnées. Ouais, non, mais je pensais que c'était une homothétie en fait. Donc, Eh non, les translations. Alors ça, tu vois, c'est très intéressant quand on le rencontre. Parce que c'est vrai qu'en maths, comme on travaille toujours en algèbre linéaire, les translations, on n'en parle jamais. Pourquoi on ne parle jamais des translations? Parce qu'en fait, n'importe quelle transformation du plan et de l'espace peut, par une petite translation, enfin pas n'importe quelle transformation, mais une transformation homothétique, par exemple une homothétie, une isométrie, on peut toujours considérer que son centre, c'est l'origine, à une translation près du centre. Donc en fait, vous pouvez toujours ajouter, quitte à ajouter à vos 3 coordonnées 3 vecteurs, 3 scalaires fixes, vous pouvez toujours translater votre repère entre de l'origine de l'ancienne origine et la nouvelle. Donc à force de ne travailler qu'avec des applications linéaires qui envoient 0 sur 0, eh bien on oublie qu'il existe des matrices de translation. Et les matrices de translation, c'est des vecteurs colonnes en fait, qui ont la même taille que les matrices, que les vecteurs qu'on manipule. Donc, comme il est en colonne, tu as pris une bonne précaution par contre, parce que comme Posly est en ligne, il ne faut pas les ajouter. Comme ça, parce que sinon on va ajouter une ligne et une colonne. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, donc, ils transforment Posly en tableau, ils transforment Posy. Alors, ils font quoi là? J'ai mis un petit commentaire. il y a un plus, je crois, normalement. Ah, c'est un plus, voilà. Je n'ai pas vu que le truc était tombé dessus. Alors, ils font plus. Alors, ils font plus, donc ils considèrent que T1 est en ligne. C'est pas spécifié dans l'énoncé, je crois. Il faut qu'on vérifie ensemble. Voilà, ils disent pas. C'est complètement incroyable. Voilà, ça c'est un gros abus. Normalement, il faut tout mettre ou en ligne ou en colonne. Moi, je fais comme toi, Rémi, je mets tout en colonne. Je présuppose que T1 est en colonne parce qu'ils l'ont mis en colonne. Et donc, je transpose comme toi. Alors, non, toi, tu as tout remis en ligne, là. D'accord? Tu as tout remis en ligne. Donc là, c'est un plus. Alors, c'est un plus à condition que ton Posly soit un NP. Parce que tu sais que sinon, quand tu ajoutes 2 listes, ça les concatène. Donc là, il fallait mettre array. Tu es d'accord? Oui. Ok. Et moi, bon, peut-être par précaution, pareil, hein, transpose de T1, transpose de array de T1. Au cas où T1 ne soit pas un vecteur, ne soit pas un tableau NumPy. Donc toi, tout est en colonne. Non, toi, tout est en ligne. Ouais. Donc moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais mis le transpose ici. Ok. Au moins, ils sont en colonne. Comme T est en colonne, tu n'as plus besoin de le transposer ici. Tu vois, c'était vite de transposer 2 fois. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Ton T est en colonne, ta matrice Rx1 est carrée. Et alors après, pourquoi tu as extrait le crochet 0? En fait, je pensais qu'il fallait multiplier la coordonnée x par la matrice de rotation sur x. Et parce qu'en fait, j'étais gêné par le fait qu'il y ait 2 matrices de rotation sur x et sur y. Je comprends. Mais en fait, on les a choisis pile poil pour que justement, elle, tu vois, elle soit sur l'axe local de la caméra, sur le premier axe de la caméra, c'est sur x en fait. Le vecteur, là ici, le vecteur x, il est fixe. Et là, c'est le vecteur y qui est fixe. Donc en fait, tes matrices, elles sont directement conçues pour que quand tu les multiplies directement par le vecteur position local, tu obtiens automatiquement le vecteur global. Donc en fait, il n'y avait pas à se casser la tête avec les crochets 0. Donc, de manière générale, ça a été effectivement un problème. La plupart des candidats se sont plantés là-dessus. Hein. C'est normal. Hein. C'est une question difficile. Et à la fin. Ah, mais non, attends. Ah non, 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 pardon, c'est moi qui ai tort. C'est toi qui as raison. Je n'avais pas vu ce que tu avais retourné à la fin. Non, c'est bon. Pardon. Parce que, en fait, toi, effectivement, tu retournes la composante sur x. Je n'ai pas vu, pardon. Autant pour moi. Eux, ils le mettent ici. Et toi, tu le mets là. C'est bon. Très bien. Top. Sorry. Voilà. Et puis, bon, la question numéro 15, c'était une question assez simple, puisqu'il suffisait de concaténer les résultats d'avant. Voilà.
Donc, j'avais viré toute la suite parce qu'effectivement, elle était un petit peu complexe. Et puis, pour terminer, il y avait un petit SQL. Donc, vous avez pu les chercher, je présume, les SQL. Est-ce que vous avez vu des questions qui ont émergé de ces questions de langage SQL là? Clé primaire, vous connaissez les mots-clés de répondre, les mots-clés que vous devez donner pour avoir les points? La définition de la clé primaire? Ouais. Ouais, c'est toujours un truc que j'oublie moi personnellement. Bah, alors vous devriez l'apprendre par cœur. Cassez pas la tête. Hein. S'il y a une question théorique sur SQL, on va vous demander ce que c'est qu'une clé primaire. Il y a des gens qui ont une phrase canonique en tête ou pas? Non? Bah, je vais l'apprendre, écoutez. Donc ça, c'est du point facilement gagné pour les gens qui sont laborieux, quoi. Ceux qui apprennent les trucs. Je veux dire, notre boulot, il est là. C'est de vous dire les questions qui sont en même de tomber. Des questions théoriques sur le langage SQL, il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 50 millions. Il y a la définition des clés primaires et des clés secondaires. Et puis, bah, sinon, je ne vois pas grand-chose. Je pense qu'on peut vous demander. Éventuellement, on peut demander ce que c'est qu'une projection, une sélection. Enfin bon, je pense pas. C'est abstrait, c'est trop abstrait. Après, c'est uniquement des petites commandes, requêtes à donner. Donc moi, les mots-clés que je dirais pour clé primaire, donc ce qui est proposé, je vais voir si ça me convient, une clé est un attribut ou un ensemble d'attributs. Ça, vous pouvez l'enlever. D'un type d'entrée ou d'association à un. Ça, vous pouvez le virer. Donc, une clé primaire est un attribut ou un ensemble d'attributs dont la connaissance d'une valeur identifie sans ambiguïté une occurrence unique de cette classe. Oui. Vous pouvez donner la deuxième phrase aussi. Une clé primaire est une clé possible choisie pour servir de moyen d'identification d'une occurrence. Bon, moi, je dis une clé est un attribut ou un ensemble d'attributs qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement de la table. Une clé est un attribut ou un ensemble d'attributs qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement de la table. Vous vous rappelez que les enregistrements, c'est les lignes. Hein. On appelle ça des tuples aussi. Voilà. Sinon, vous apprenez cette phrase-là et puis c'est tout. Hein. Vous faites une petite poésie de Ronsard le soir avant l'épreuve de modélisation. Une clé est un attribut ou un ensemble d'attributs qui permet d'identifier de manière unique chaque valeur de la table sans ambiguïté. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, il n'y avait aucun piège sur les 3 requêtes. Hein. Aucun. Là, en gros, les mecs, ils ont tout de suite 3 points. Hein. Enfin, les mecs, les filles, enfin, les candidats, non, ils ont eu les points. Hein. Vous avez des questions donc, sur l'SQL? Parce que je crois qu'on n'en a pas trop refait cette année. Vous en avez fait avec M. Chabert, non? Non, pas trop, je crois. Je crois pas qu'on en ait fait avec M. Chabert. Ou peut-être, je me souviens plus. Ok. Sur les 2 sujets que je vais vous proposer, la semaine prochaine aussi, il y aura du SQL. Dans l'autre sujet, c'est au début. Et c'est un petit peu plus compliqué. Mais pas beaucoup. Donc, il faut absolument choper les 2 premières questions au moins, qui en général sont des questions de base sur les langages SQL. Là, vous avez 4 questions, 4 points, il faut les prendre. Donc, je vous laisse réviser ça, relire un petit peu les exercices faciles, de sorte parce que mercredi prochain, on va se revoir pour un autre sujet, qui ne sera pas facile non plus. Plutôt que de faire le sujet en ayant le SQL à côté, dire bon, tchac, comment ça marche, essayer de réviser ou passer. En 10 minutes, on révise SQL. Hein. Là, déjà, vous avez. Monsieur ? Oui. Est-ce qu'on va faire des jointures en SQL ou réviser des jointures? Ben voilà. C'est la question de toi. Ok, ben, je vais la faire. Merci. Ouais, fais-la. Moi, j'avais une question, monsieur, pour quand on fait un join, Ouais. est-ce qu'on doit mettre avant la table point la colonne qu'on veut ou si on fait un join, enfin là ils mettent par exemple nom égal. Moi j'ai mis match.nom égal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, s'il y a pas, alors en gros,
ça sera accepté. L'abus de langage sera accepté si les attributs sont tous de noms différents dans les tables. Mais là, donc là, tu as mis match.nom. Attends. Alors ici, j'avais mis point.mid égale match.id Ouais. et where match.nom égale Federer. Je pense que c'est une précaution qu'il faut prendre, tu as raison. Donc on met la table point ce qu'on veut. Voilà. tout La le temps. table pour l'attribut. Là, en fait, ils ont fait l'abus qui sera accepté évidemment parce que ça marche en langage SQL. Si non n'a pas, enfin, si l'attribut non n'apparaît pas dans plusieurs tables. Ici, si on regarde bien, si on regarde donc le schéma des tables, des relations, eh bien, il n'y avait pas deux attributs qui s'appelaient non, je crois. Donc, on peut se le permettre. Mais par défaut, faites comme tu dis. Mathieu, tu poses une question. À la 21, est-ce que c'est pas max de nombre à la place de max de mid? Alors, il faut qu'on revoie ça ensemble. Donc, effectivement, tu as raison. Il y a une erreur d'énoncé ici qui m'avait échappé. Ici, donc, le nombre d'échanges est donné par l'attribut nombre et non pas mid. Donc, il faut remplacer ici mid par nombre. Exactement. Ce qui serait dingue parce qu'en plus, where mid égale 4, donc ça voudrait dire que comme mid vaut forcément 4, le max de mid vaudrait forcément 4. Donc, il y a clairement une erreur d'énoncé. Donc, là, je rappelle la structure générale d'une jointure symétrique. Quand vous avez donc deux tables, on appelle ça des relations. Quand vous avez deux tables qui ont deux attributs qui sont liés par une identification. Donc, si vous avez ici, en particulier, l'attribut mid, l'attribut id de match, qui est égal à l'attribut mid de l'autre table, donc de la table point. Donc, dans la table point, donc je raffiche l'énoncé, hop, il était indiqué, forcément indiqué dans l'énoncé, hein, il est forcément indiqué qu'il y a un lien entre des clés. Donc ici, mid, dans point, c'est l'identifiant du match correspondant à la définition du type entier. Donc ça correspond exactement au id de match ici. D'accord? D'accord. Donc ces deux sont identifiés. Puisqu'ils sont identifiés, ça veut dire que quand tu vas joindre ces deux tables, il ne faut pas faire une jointure, il ne faut pas faire une réunion. Il ne faut pas prendre les deux tables et les mettre à côté, puis on n'en parle plus. Il faut que dans une des deux tables, tu permutes tes lignes pour qu'il y ait une correspondance entre la colonne id de match et la colonne mid de point. D'accord. D'accord? Donc en fait, il faut pour lui permettre de faire cette permutation-là, tu fais une jointure symétrique. Cette jointure symétrique, elle a toujours cette syntaxe. Select table 1, alors select, pardon, attribut. Là, tu mets toute la liste de tous les attributs que tu veux dans les deux tables. From table 1, join table 2, on. Après on, tu mets l'équation de l'égalité des clés. Donc ici, comme disait Rémi, il faut mettre point mid égale match.id. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as joint tes deux tables et tu as sélectionné, tu as projeté ici sur les attributs qui sont indiqués ici. Donc là, on a mis uniquement la colonne des fichiers. Et après, on met ce qu'on appelle la sélection, where non Ça, égale. c'est la condition, c'est ça, à peu près? Ouais, c'est la condition. Ouais. C'est la condition. La condition s'appelle une sélection. Et ce qui est après select, c'est un piège, ça s'appelle une projection. Après select, on choisit les colonnes. Après where, on sélectionne les lignes. On supprime des lignes. Where, ça permet de supprimer des lignes des tables, de sorte à ne garder que celles qui vérifient la condition indiquée. D'accord. C'est clair? Oui. Bon, Je vais vous envoyer, c'est bon, je vais vous envoyer après la séance, je vais vous envoyer sur Discord un petit fichier, un petit truc que je donne à mes subs sur un rappel SQL qui permet de faire un petit rappel de sub, quoi. Pour ceux qui ont. Vous allez envoyer par mail? Je vais l'envoyer par Discord. Ah, ok, merci. Voilà. Ok, merci.
Bon, sujet difficile, hein, évidemment, hein, je suis conscient. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Ou d'ailleurs pas sur le sujet, hein, sur des questions que qui auraient émergé de vos recherches. Parce que j'ai ouvert Piso, si vous voulez qu'on fasse des petits exos ensemble, on peut. Donc la question qui a été posée par Nathan est est-ce qu'on peut utiliser Append avec des tableaux pour ajouter des tableaux? En fait, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser Append à la seule condition que vous rajoutez un élément à la fin de votre séquence, quel que soit le type de votre séquence. Donc si, bien sûr, donc le cas classique que vous connaissez par cœur, c'est que si vous avez une séquence de scalaire, eh bien, vous pouvez très bien mettre à la fin un scalaire. Mais à vrai dire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre un tableau, par exemple. Hein. Hop. D'accord? Donc, si ton L, c'est déjà une liste de tableaux, bien, tu peux très bien, grâce à Append, remettre un nouveau tableau à la fin de ton tableau. D'ailleurs, il peut très bien avoir un type différent des autres. Ce qui est faux, c'est d'utiliser Append pour ajouter deux éléments. Ça, c'est la fonction extend que je vous déconseille d'utiliser. Regardez par exemple, donc si vous faites l.append et que vous voulez rajouter deux éléments dans la liste, je ne sais pas moi, 1, 2, là il ne comprendra pas. Là, il faudrait faire 2 fois append en fait. Voilà, 2 fois append, ou alors tu fais une concaténation. L égale L plus 1, 2. D'accord. OK? N'hésitez pas, c'est bien de poser ce genre de questions parce que c'est des questions fondamentales et c'est des questions clairement qui vont être évaluées le jour du concours. Donc toutes ces petites questions, posez-les. Hein. Et utilisez les sujets comme prétexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la multiplication matricielle, oui. Quand on utilise arrobase, il y a besoin de transposer ou pas du tout? Alors, alors ça, je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas. Et je te conseille de le faire. D'accord. Je te conseille systématiquement d'être très rigoureux sur la taille des matrices. Parce que là, c'est un mauvais exemple, je pense, un exemple à ne pas suivre. Par défaut, débrouille-toi toujours pour mettre tes matrices dans la bonne taille, parce que franchement, un petit transpose. Utilisez NumPy, évidemment. Hein. C'est là qu'on voit que NumPy a une puissance monumentale. De toute façon, à partir du moment où vous avez des multiplications matricielles, vous êtes dans NumPy. Donc, vous convertissez vos tableaux par np.array, et après, vous vous amusez avec un petit np.transpose. Et si jamais vous avez un doute, vous mettez un petit commentaire. D'accord. Au sujet des commentaires, d'ailleurs, dans la correction, regardez, ils n'en ont pas mis beaucoup. Hein. Ne mettez pas 40. Mon propos, ce n'est pas de vous dire de mettre plein de commentaires. Hein. Il faut en mettre quelques-uns lorsque c'est nécessaire. Donc, parfois, ils vous donnent des commentaires pour expliquer ce que va faire la fonction. Objectivement, ça, ce n'est pas trop la peine parce que normalement, dans l'énoncé, c'est indiqué. Sauf si vous prenez l'initiative de rajouter une nouvelle fonction qui n'est pas demandée. Par contre, regardez, vous voyez, ping pour trouver un Y qui est dans l'intervalle. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et avec une autre couleur. Bon, ils seront contents. Regardez, il n'y a pas trop de commentaires. Hein. D'ailleurs, ils mettent des commentaires avec les pourcentages. Mettez hashtag plutôt. Parce que % sur Python, ça ne marche pas. Hein. Il va croire que c'est un modulo. D'autres questions? Sur les matrices, sur les équations différentielles. N'hésitez pas à préparer des questions pour la semaine prochaine qu'on pourra partager ensemble. Pour mercredi prochain, si vous voulez qu'on commence par une séance de questions avant de parler du sujet, il n'y a pas de problème. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on procède pour le prochain sujet? Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie très tôt pour que vous ayez le temps de chercher? Ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse une simulation de 3 heures de recherche? Est-ce que vous avez 3 heures dans votre emploi du temps déjà? C'est ça la question. Il vaut mieux vous l'envoyer très tôt pour qu'on ait le temps de le chercher, je pense. D'accord. Un peu quand nous, on a un temps libre. Enfin, je pense que c'est le mieux. D'accord. Écoutez, je vais l'envoyer tôt. Au moins, vous pourrez faire que chacun fera comme il voudra. Avant ce week-end, si possible. Tout à l'heure, je vous l'envoie dès qu'on a fini la séance. Donc, c'est pas un scoop, c'est le PSI 2019 sur l'intelligence artificielle. Il est pas mal parce qu'il évalue d'autres choses que le chapitre en question ici. Donc, c'est totalement autre chose.
Ça évalue plus du numérique. Il n'est pas très très facile, mais il est moins quand même axé sur des compétences mathématiques avancées. Et puis il n'y a pas de tableau 3D, il n'y a pas d'image, ni quoi que ce soit. Et puis surtout, il traite d'un thème qui est super, super bankable. L'intelligence artificielle, on n'en a pas encore eu. Franchement, si on pouvait avoir un petit peu déminé le truc, ce serait pas mal. Je pense. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir les sujets connexes. N'allez pas voir que les sujets de banque PT parce que ce qui est tombé ne retombera pas. Vous voyez encore d'autres choses à me demander? Moi, je suis connecté avec les sup pendant encore 2 heures. Donc, s'il y a des petites questions qui viennent, n'hésitez pas, je peux vous répondre ce soir. D'accord, merci. Une petite question? D'accord. Bon, si vous êtes d'accord, tout va bien. Ça vous a été utile? Ouais, franchement, ouais. Oui, oui, le cours, là, oui. Bon, bah, tant mieux alors. Si vous avez besoin de petits rappels de cours ponctuels, donc sur SQL, je vais vous l'envoyer. N'hésitez pas. Et demandez-moi, quoi. Si j'ai ce qu'il faut, je vous envoie des petites choses sur Discord. Et vous piochez. OK? Ok, merci beaucoup. On s'arrête là? D'accord, merci. Bon, bah, je vous en prie. À bientôt. Ben, mercredi prochain, même heure, même endroit. Merci. Ouais. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pas d'autres questions? Julien, Mathieu, Marie, Victor. Adieu. Marie, c'est bon? On peut clore la réunion.